Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du trading parce que j'ai vu tellement de conneries pendant des années que j'ai envie d'en parler. J'ai fait 5 à 6 ans de trading, dont une année à temps complet où je voulais vraiment en démordre avec ça. Et je suis devenu rentable, mais il faut que je vous parle aussi de l'envers du décor. Et il faut que je vous explique. Aujourd'hui, je ne gagne pas ma vie avec le trading. Et je vais vous expliquer pourquoi, et il y a beaucoup de choses à critiquer. Alors pourquoi en fait, vous allez me dire, j'ai tout fait en même temps, parce que je vous ai expliqué que j'ai été commerçant. Quand tu es commerçant, tu as beaucoup de temps libre, parce que tu as des périodes de journée où il n'y a personne qui rentre, et t'as pas grand monde, tu peux, bon, c'est un petit truc, un petit commerce, tu as le temps en fait sur ton PC d'apprendre, quoi. Donc ce qui m'a permis d'en faire pas mal, et par la suite aussi de faire un an complet juste avec ça. Et je m'en voulais parce que je me disais, putain, ça fait des années que je fais ça, je commence à être rentable, mais en gros, je fais du 30 à 35% par an. Et je trouvais ça vraiment nul. Je me disais, mais je peux faire quand même un truc mieux que ça. Je comprenais pas. Je regardais sur internet, je voyais des gens qui avaient des résultats énormes. Je me disais, ok, bien sûr qu'il y a des menteurs, mais il n'y a pas que des menteurs. Il doit y avoir autre chose quand même. C'est pas possible. Est-ce que je me trompe quelque part? Et je comprenais pas. Puis bon, après, à côté de ça, t'avais des types qui faisaient du 20-25% par mois, mais des trucs énormes, quoi. Et puis, en fait, quand tu regardes un peu au niveau historique, tu as très peu de gens qui ont fait des grosses perfs. Tu as Jess Livermore, qui est un type qui finalement a démarré sa vie effectivement avec quelques centaines d'euros, qui a démarré très jeune, adolescent, les trades, 18-19 ans, il a démarré à prendre des paris. Et il a fait plusieurs fois fortune, ce type, mais il faut le dire aussi, il a fait plusieurs fois faillite. Donc il avait un des plus gros yachts américains, et puis il a fait faillite, et puis il a recommencé, il a refait fortune, et puis il a refait faillite, et c'est arrivé jusqu'au suicide. Ce type-là a fait les montagnes russes toute sa vie, jusqu'à sa dernière faillite, où il s'est tiré une balle. Ensuite, tu as Warren Buffett, mais il y a une grosse nuance. Warren Buffett est un investisseur, c'est pas un trader. Donc, d'abord, Warren Buffett, il était cadre sup, plus, donc c'était une capacité d'épargne très importante. Vous voyez, j'ai même pas les recherches là sous la main, mais je me demande s'il faisait pas 10 000 dollars par mois. Enfin, il faisait un bon salaire à l'époque. Et il a bâti, si tu veux, sa fortune immense sur le tard, en fait, parce que la fortune de Buffett et de son associé, il est mort à 101 ans, je crois. Vous voyez, je fais tout en improvisant là. J'ai pas de notes sous les mains, mais la fortune de ces types, c'est d'avoir été centenaire et d'avoir démarré tôt et d'avoir eu une très forte capacité d'épargne avec un très bon boulot très jeune. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Mais donc là, pour le cas de Warren Buffett, c'est un investisseur. Donc en trader, on n'a que Jess Livermore. Qui sait qu'on a d'autres? Eh bien, je peux aussi vous citer George Soros, bien entendu, tout en sachant qu'en fait, la grande partie de la fortune de Soros, lui, il est un trader, mais il a fait une grosse partie de sa fortune en une seule nuit sur un seul trade. C'était le fameux trade contre la Banque d'Angleterre, qui est très connu. Après, la suite de ces trades, c'était beaucoup de délits d'initiés, puisqu'on sait que Soros, voilà, c'est pas un grand secret, il est en cheville avec beaucoup de politiques, et il sait à l'avance qu'il faut parier, c'est ça le délit d'initié, c'est d'avoir un indique. Et le reste de sa fortune, on le sait maintenant avec Elon Musk, qui a lancé le Doge, une grande partie de la fortune de Soros, c'était les ONG, puisqu'en fait, il fait des ONG qui se font alimenter par les budgets des gouvernements publics, et en gros, il se touche des subventions indirectement. Il est très malin pour ça, et il a fait beaucoup d'argent là-dedans, et ça, c'est Elon Musk qui le révèle. Alors après, tu as quelques rares autres exceptions. Tu as un trader japonais, je vous l'afficherai à l'écran, j'ai oublié le nom, qui effectivement a fait fortune depuis sa chambre en quelques années quand même, il lui a fallu, et qui a fini avec une belle fortune. Mais si tu veux, ces types-là terminent dans la légende, dans l'histoire, ils marquent l'histoire. Maintenant, t'as combien de youtubeurs de 20 ans qui ont marqué l'histoire? Tu connais qui? T'as vu qui sur les plateaux de télévisés? Je veux dire, ça n'existe pas. Donc, des types qui t'expliquent faire des perfs à 20% par mois, mais les gars, du 20% par mois, ça fait x9 par an. Au bout de 5 ans, t'es milliardaire. Et puis, alors les années qui suivent, alors là, tu vois, Warren Buffett, ça sera une fourmi à côté de toi. Et la réalité crue et très violente, c'est que oui, 100% des youtubeurs qui te disent faire de telles performances sont des menteurs.
Donc ces types peuvent les faire, évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, une fois ou deux ou trois. Admettons même que ça dure 1 an, admettons même que ça dure 2 ans, et même 3 ans. Au bout de 10 ans, tu te fais défoncer sur les marchés. Ça ne tient pas, c'est pas possible. Et le meilleur exemple, je prends l'exemple de Jess Livermore, qui s'est fait défoncer par les marchés plusieurs fois. Il s'est refait, et puis il s'est refait défoncer, et ainsi de suite. À la fin, c'était du gambling, le mec était accro au jeu, quoi. C'était une roulette russe, quoi. Parce que tu as toujours des périodes d'histoire, le Covid et compagnie, où tu te fais défoncer. Et le trading, contrairement à Warren Buffett, le trading, c'est un levier. Quand tu as un levier, tu te fais éclater. Tu peux pas rester en position. Tu peux avoir des actions comme Warren Buffett et perdre 80% des actions. Et puis ça remonte. Mais si tu es en levier, tu te fais éclater en négatif. Alors évidemment, tu as des stop-loss, mais on va en parler juste après. On le sait parce que les brokers ont l'obligation de le publier, mais 70, 80, 85% des particuliers perdent de l'argent avec les brokers. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est que sur les 15% qui restent, tu en as peut-être 12, 13% qui sont flat, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas, mais ils ne gagnent pas d'argent. Sur le long terme, il y a une année, ils vont perdre, une année, ils vont gagner. Sur le long terme, ils vont être flat, ils n'ont ni gagné ni perdu. Et puis, tu as les peut-être 2, 3, 4% qui restent, ils vont gagner de l'argent, mais en fait, ils vont sous-performer le marché. C'est-à-dire que s'ils avaient simplement investi en bourse, ils auraient fait des meilleures performances que de trader tous les jours. Donc, on va pouvoir évoquer les vraies performances dans le milieu du trading. Les vraies performances, c'est ce que j'étais finalement heureux de faire avec leur moyen est à plus 2,40 R. Donc x 2,4 mon risque. Ce qui me fait terminer le mois de février 2025 avec un profit total de 2,42. Même si mon hit rate, lui, comme tu peux voir, est de seulement... C'est ça à peu près, une perf, tu vas faire du 2-3% par mois, tu vas faire du 30% par an. Dans le trading, dans le genre, ouais, c'est si pas déconnant. Par contre, tu fais d'autres conneries par an, t'es bien, c'est pas mal. 30-40%, c'est que t'es déjà un bon trader. On peut donner aussi un fonds d'investissement comme exemple. Dans les fonds d'investissement, évidemment, il y a des traders. Et un des exemples connus, c'était le fonds de James Simons qui a fait du plus de 60% par an pendant plus de 30 ans, je crois. Et son fonds, en réalité, était le meilleur au monde. La plupart des fonds d'investissement font du 15, 20, 25, 30% par an. Mais la plupart, s'ils font 10, 15, c'est déjà pas mal, vraiment. Je sais, vous allez me dire, un particulier, il peut miser plus d'argent, il peut faire plus de levier, mais on va y venir. Tu devras devenir professionnel. Parce qu'il est interdit de faire du trading comme activité principale en termes de revenus et de temps de travail, soit l'un soit l'autre, mais c'est surtout les revenus en général. Mais si tu en fais une activité principale dans le sens où aussi l'administration va voir que tu as énormément de mouvements de va-et-vient, si tu as des mouvements de va-et-vient de 5 €, on est d'accord, ils s'en foutent. Mais une fois que ça deviendra ton activité, tu dois être entrepreneur, c'est une obligation. Et tu ne peux pas être auto-entrepreneur. Donc direct, tu t'immatricules et tu te tapes 50% d'URSSAF avec les impôts revenus en plus le CFE, taxe foncière, machin truc, tout ça en plus. Donc, effectivement, tu te fais exploser déjà 50% de tes perfs avec l'enregistrement de ton entreprise. En sachant que c'est une entreprise où tu peux rien déduire, parce que tu vas déduire quoi ton dîner avec des clients, t'as pas de clients. Tu peux pas déduire ton véhicule, tu peux pas déduire tes costumes cravates, il y a rien à déduire en fait. Donc au mieux, tu peux peut-être déduire une toute petite partie de ton appartement parce que c'est considéré comme un bureau. Et donc, si tu arrives à taper par la suite du 35% par an, admettons, on va faire un truc comme ça, dessus, tu vas te taper 50% d'URSSAF. Puis les impôts, les divers frais, admettons qu'il te reste 15% net d'impôts par an, tu vois. 15-20%, franchement, ça serait beaucoup déjà. Eh bien, il te faudrait aller 110, 120 000 € pour gagner le SMIC. Ça fait mal, hein, quand il pense. Il te faudrait 110 ou 120 000 € pour faire le SMIC. Et ça nous fait revenir à un pourcentage d'à peu près 15% par an, ce qui est le pourcentage moyen des autres entreprises, en fait, dans les autres domaines. On revient souvent à ce pourcentage. Et je vous renvoie à ma vidéo précédente, qui doit s'appeler « Pourquoi j'ouvrirai plus de commerce ?» ou alors « Pourquoi je n'ouvrirai plus d'entreprise en France ?» Tout en sachant, comme tout entrepreneur, un trader, est-ce qu'il va dépasser la durée de vie des 5 ans? On n'en est pas sûr. Parce qu'un trader, lui, son problème, c'est pas les clients, etc. Son problème, c'est les flash crash de marché qui peuvent le faire sortir de position
violemment, avec des pertes conséquentes. Donc, le contre-argument, je le connais, c'était mon but. C'était de se dire, on s'en fout parce que trader, on est libre, donc on peut partir de France, enfin, et on n'aura plus autant de charges d'imposition, de fiscalité. Oui, je suis d'accord. Sauf que Kevin, qui est au SMIC à McDonald's et qui espère partir à Dubaï en vivant du trading, le problème c'est que Kevin à McDo, il a pas 100 000 euros de patrimoine, tu vois. Et il va pas partir à Dubaï. Et à Dubaï, le coût de la vie est très élevé. Donc il tiendra à peine quelques mois, même s'il a ses 100 000 euros. Imagine, tu prévois le déménagement, les cautions, les frais de ton nouveau pays, un an de revenus de côté quand même, pour, tu vois, pour pas stresser avec tes résultats. En plus du patrimoine que donc tu injectes en bourse pour pouvoir en vivre, donc c'est pas déconnant qu'il faille, ouais, 130 000 euros, peut-être même 150 000 euros de patrimoine pour quitter la France. Tu vois, dans des bonnes conditions pour pouvoir vivre de ton trading. Est-ce que tu as ça de côté? Tu vois, parce que t'es Kevin au SMIC à McDonald's, tu vas pas partir à Dubaï, tu peux partir en Europe de l'Est, il y a certains pays intéressants, tu peux partir. Oui, ça sera un peu moins cher. Mais qu'est-ce que t'as pour vivre, quoi? Tu vas vivre avec quoi? Parce que si t'as pas de patrimoine de côté, tu vivras avec rien du tout. Le trading, tu gagneras pas ta vie avec ça. Il te faut de l'argent pour déménager, il te faut de l'argent pour survivre la première année, il te faut de l'argent à injecter chez le broker, il faut du pognon pour tout ça. Faire croire à des mecs au McDonald's qui vont faire fortune et rouler en Lamborghini dans 6 mois, 1 an, putain, mais c'est immonde de mentir comme ça aux gens, quoi. Donc je suis désolé de péter ton rêve, mon Kevin à McDo, mais c'est pas possible. Alors je connais le deuxième argument. Le deuxième argument, c'est de dire, oui, mais il y a les propres firmes. Bah oui, c'est des challenges qui permettent de disposer d'un gros capital. Tu peux trader un gros capital même si tu n'en as pas. Ouais, mais d'abord, il y a 2-3 notions à comprendre. La plupart des traders en herbe sur Internet, ils comprennent pas ce qu'ils tradent en fait. Et l'essentiel d'entre eux, ils vont aller sur Google, ils vont taper broker, et puis ils vont créer un compte de broking comme ça, et s'enregistrer. Et 99% des brokers que tu vas trouver sur Google en faisant une recherche, ça va être des comptes CFD. Et les gens ne savent pas ce que c'est qu'un CFD. Donc, pour te donner un exemple, Tati Daniel, elle va te dire « j'ai acheté du Bitcoin », tu vois. Et là, tu vas te marrer parce que tu vas dire « ok, Tati Daniel, est-ce que tu peux me transférer un Bitcoin, s'il te plaît ?» Voilà, un 0,0001 Bitcoin, tu vois, juste pour faire un essai. Elle va te dire « ah bah je sais pas, on fait comment ?» Bah regarde, retourne la plateforme si tu veux, mais tu pourras pas. Tu pourras pas faire un virement de Bitcoin. Parce que elle a un CFD, en fait elle a un truc qui n'existe pas. Tu peux demander à tes potes qui te disent j'ai acheté un Bitcoin. Tu peux leur dire, du coup t'as pas trop de mal à retenir ta clé crypto, c'est pas trop dur à retenir. Tu vois, tu peux leur dire, tu peux me faire un transfert. Est-ce que tu peux la stocker sur une clé Ledger, machin? Et ils vont être comme des cons, parce qu'ils pourront pas le faire, parce qu'ils ne possèdent pas leur Bitcoin. Et en fait, ils parient sur un graphique à la hausse et à la baisse, mais ils sont pas propriétaires de leur Bitcoin. Exactement, ouvrez bien grand les oreilles, hein. Exactement comme le pétrole, évidemment les contrats sur l'or, les actions, la plupart, en fait l'essentiel des brokers d'Internet, qui se trouvent dans des pays pourris et mafieux à Chypre, à Malte, en dehors des fois de l'Union Européenne, on va en parler, c'est pas du tout des marchés financiers. Ce sont des sites de casinos. Donc ça n'a pas l'attrait d'un casino, ça ressemble à un marché financier, mais 99% des brokers que tu vas trouver sur Internet, ça va être des casinos en ligne. Donc quand tu achètes une action en pariant à la hausse, ils te disent d'ailleurs souvent, il n'y a pas de frais, ou très peu, mais quasiment pas. Tu es là, t'achètes un titre, et tu penses que tu possèdes un truc. En réalité, leur site réplique les cours de bourse des marchés financiers. C'est propriétaire de rien du tout. Donc ça pose un énorme problème, je vais vous dire pourquoi. Parce que si tu es sur un site de casino, rien de plus, rien de moins, ça veut dire que si tu gagnes de l'argent, le casino perd de l'argent. Alors que si tu es sur les marchés financiers, tu t'en branles. Tu gagnes, tu perds, je veux dire, c'est des échanges économiques avec d'autres acteurs à l'autre bout du monde, c'est très différent. Il y a un équilibre qui se fait, il y a une balance entre deux acteurs. Alors que là, quand tu gagnes de l'argent, tu es en train de détruire l'entreprise chez qui tu joues. Parce que c'est elle qui va sortir de son compte courant de l'argent pour te payer. Et à aucun moment, les marchés financiers ont vu la couleur de ton argent. Ton argent n'est jamais arrivé sur les marchés financiers.
C'est la différence avec les vrais brokers. Les vrais brokers te font payer des frais, et que tu perdes ou que tu gagnes, ils s'en foutent. Ils envoient ta liquidité sur le marché, et puis ils te la ramènent. C'est tout, c'est un va-et-vient, donc eux, ils sont payés sur les frais. Mais là, ton putain de casino qui se fait passer pour un marché financier, il va te payer avec son fonds de roulement, et du coup, forcément, il va tout faire pour t'arnaquer. Et si tu t'en es pas rendu compte, c'est que t'as pas passé assez d'années à trader. En fait, il y a énormément de cas de figure où tu vas toucher ton take profit, donc ta position de bénéfice, et ton trade qui est censé se clôturer automatiquement, il va pas se clôturer. C'est bizarre, hein, quand même. Le nombre de fois où j'ai eu un trade gagnant sur les graphiques, parce qu'en plus, t'as plein de choses, t'as plein d'arnaques possibles. Le graphique des marchés officiels est répliqué chez ton broker. Les marchés officiels, ton trade est gagnant, et chez ton broker, et ben, ça n'a pas touché ton take profit. Tu vois, il y a 1 millimètre d'écart et ça n'a pas touché. Et tu vois, tu vas te plaindre, tu vas dire, mais les marchés officiels, ça a touché. Ils vont te dire, oui, mais nous, on réplique les cours, on a droit à une petite marge d'erreur, donc ça n'a pas touché. De toute façon, ils vont te dire, mais nous, on est des gens très sérieux, on est réglementé par l'AMF, blablabla, blablabla. Tu peux rien faire. Tu vas faire un dossier de litige avec un avocat pour aller t'opposer à une société internationale à Chypre ou je sais pas où. Mais tu laisse tomber. Pour 500 balles, tu le feras jamais. Surtout avec des trucs, avec des cours de justice, avec des valises de billets à Chypre, à Malte et compagnie. Et même des brokers situés en France, hein, je veux dire, il y en a, ils se gênent pas, quoi. Et tu auras toujours, ah bah il y a un bug. Ah bah comme par hasard, au moment où je veux sortir de position, il y a un bug. Et puis au moment où le bug s'arrête, ah bah je suis en perte et je peux sortir de position en perte. Tu vois, où il y a un problème de connexion, où il y aura toujours un truc, tu vois, il y a toujours un bug technique, un écart de graphique, ou alors il te fait une énorme mèche qui te fait sortir de position, et puis sur le graphique officiel, il n'y a pas de mèche. C'est que du foutage de gueule comme ça tout le temps. Et évidemment, c'est drôle parce que c'est quand même très souvent en ta défaveur, tu vois. Je me souviens, j'ai posé une question une fois à un type, donc dans les chats, là, enfin dans les échanges d'emails avec les brokers. Je lui ai dit, c'est marrant parce que, alors, je sais plus si c'était une ouverture de marché ou si c'était un saut de marché. C'était peut-être un mouvement de liquidité assez fort. Mais je lui dis, c'est marrant parce que, tu vois, quand il y a un mouvement assez fort de marché, mon tech, alors si c'est un mouvement qui va dans mon sens, mon tech profit, en général, il fonctionne assez bien, tu vois. Alors que si c'est un mouvement qui va contre moi, ça clôture bien en dessous de mon stop loss. Parce que ça, faut en parler. Parce que les types, tu positionnes ton stop loss là, dans la zone rouge à partir de ce niveau-là, mais les types, ils vont clôturer en dessous. Ils vont te dire, il y a des spreads, machin truc. Ils vont te dire, il y a eu un mouvement anormal de marché. Parce que, chez les brokers, ils te mettent une petite phrase. Pour toi tu t'en fous de la phrase. Mais elle pèse toute son importance. Ils te mettent qu'ils ne sont pas tenus de respecter tes stop-loss dans des conditions anormales de marché. Alors toi, tu te dis, bah, je vais éviter les nouvelles économiques. Tu vois, quand Powell il fait un discours, je vais éviter de trader. Ou quand il y a un truc grave, je vais éviter de trader. Sauf qu'une condition anormale de marché n'est absolument pas définie. Et je me suis aperçu que 10 fois, 200 fois par jour, ils considèrent que c'est une condition anormale de marché. Donc ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Juste avec cette phrase-là, ils font ce qu'ils veulent. Donc ton stop-loss est bien souvent pas du tout respecté et ils te font perdre au-delà de tes pertes. Par contre, quand il y a un mouvement qui va dans ton sens et que tu es censé gagner au-delà de tes gains, ah bah c'est marrant, ça marche pas, tu vois. Donc après, il te reste les vrais brokers, et là tu vas parier sur des contrats futurs, et bah là c'est un autre monde. Tu vas t'apercevoir qu'il faut miser plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir entrer en position. Donc tu vois, t'es obligé d'être un professionnel. Là t'arrives à un autre niveau de patrimoine. Tu vas aussi t'apercevoir que si tu veux aller là-dedans, tu vas devoir payer les abonnements. Il y a des flux obligatoires de données à payer, et c'est 150 à 200 euros par mois. Quand c'est pas plus, je me demande si ça va pas 300-400 balles aussi par mois. Donc alors, on retourne à McDonald's. On a Kevin à McDonald's en ce moment, là. et il va te dire, je peux investir dans des propres firmes. Les propres firmes, donc, sont des agences qui te permettent de trader du capital que tu n'as pas. Ce qu'il y a, c'est que faut déjà faire abstraction de tous les scandales, parce que je rappelle que énormément de propres firmes sont des arnaques. Et c'est pas des petites exotiques qui sont des arnaques, c'était le top 5 mondial. T'as des arnaques chez les propres firmes les plus connues au monde, qui étaient dans les plus en vue au monde.
Et elles se sont fait torpiller du jour au lendemain, certaines par leurs employés, je vous laisse rechercher, je ne vais pas relancer tout ça, certaines par leurs employés qui finissaient par dire la vérité en fait. Et ils sortaient des dossiers en expliquant que leur patron leur mettait la pression pour arnaquer les clients, pour faire en sorte que les clients perdent leur position. Ils te faisaient soudainement un petit spread variable, un écart de marché, enfin ils te pourrissaient pour que tu niques ton compte. En fait, les propres firmes, c'est les CFD en pire, tu vois, encore pire. Il y a tellement en fait d'affaires qui sortent que je pense que j'ai même pas besoin de parler des propres firmes. Et si les gens n'ont pas capté, franchement, faut y aller quoi. Alors FTMO est peut-être un peu plus propre, mais on va en parler, il y a tellement de choses à dire. Parce que les propres firmes, il y a quand même un avantage, c'est que t'es pas obligé d'être en société. Donc t'es pas obligé de te taper 50% d'URSSAF. En effet, tu peux être auto-entrepreneur. Mais là, c'est encore foireux. Il y a un petit trou, un petit vide juridique qui te permet d'être consultant. Donc on considère que tu es consultant pour les propres firmes. Ce qui est une abstraction et une débilité, parce que les propres firmes sont des casinos, elles ne traitent pas d'argent réel. Tu vois, c'est pareil, c'est le même principe de casino. Donc, t'es pas consultant pour que la propre firme s'enrichisse, parce que c'est un casino avec de l'argent virtuel. Donc, quand tu réfléchis à tout ça, mais c'est vraiment... En fait, tu es consultant pour un casino qui joue contre toi. C'est n'importe quoi déjà. Déjà, à la base, c'est pas solide comme base. Mais bref, passons à ce détail. On sait pas si ça va durer longtemps, cette histoire d'auto-entrepreneur. Je sais plus où c'en est, ça a peut-être sauté d'ailleurs entre-temps. Tu vois, je suis à la ramasse. Et en plus, selon le pays d'implantation, tu dois te déclarer à la douane. Ouais, rien que ça, ouais. Tu vois le joyeux bordel européen. Et tu vois, je soupçonne que Kevin, 20 ans, McDonald's, il est pas encore au niveau de se dire, putain, je vais faire me déclarer à la douane, c'est quel pays, c'est machin, je vais faire la paperasse. Je pense pas qu'il fasse tout ça. Oubliez jamais que c'est obligatoire d'être enregistré à son compte comme trader si tu veux jouer avec les propres firmes. Donc, tu es obligé d'être consultant. À partir du moment où tu effectues un challenge, tu rentres immédiatement dans un processus qui va t'enregistrer à l'URSSAF et tout le joyeux bordel à son compte. Donc, c'est-à-dire, faut faire gaffe où est-ce que t'en es, si t'es au chômage, pas au chômage, est-ce que machin truc, avec les impôts, la sécurité sociale, tu changes de caisse, blablabla. Il y a tout le merdier qui s'ensuit. Et la CFE, tout le bordel, quoi. Donc, au moins, t'as l'avantage avec les CFD, tu peux t'amuser un peu avec 500 balles. Tu peux t'amuser, c'est un loisir, si tu veux. Alors que là, si tu es sur les propres firmes, tu bascules immédiatement à ton compte. Donc, évidemment, c'est au moment du retrait de l'argent, tu peux faire un challenge sans être à ton compte. Mais de toute façon, tu ne pourras pas retirer l'argent sans que tu sois à ton compte, parce que tu devras faire une facture, etc. Donc, soit tu rentres dans un rouage administratif entrepreneurial, dans lequel c'est quand même chiant de sortir, tu vas pas rentrer dedans, échouer un challenge, au bout de 2 semaines, tu as réussi, tu es content, tu t'enregistres à l'URSSAF et tout le bordel, et tu te fais éjecter ton challenge parce que t'as pas fait les gains, enfin t'as pas fait le niveau de perte prévu, et tu te fais éjecter au bout de 2 semaines. Et tu fais quoi? Tu vas te désimmatriculer et arrêter ton entreprise? En général, tu es dans un rouage où tu vas repasser un deuxième challenge, un troisième, un quatrième, et tu vas jamais t'arrêter. Tu vas te ruiner là-dedans, quoi. Et alors non seulement tu vas payer des challenges encore et encore et encore, et te faire éjecter à la moindre occasion, mais en plus, à chaque fois, tu recommences à zéro, c'est-à-dire que tu perds non seulement de l'argent, mais du temps. Tu dois repasser 2 mois, 3 mois à repasser un nouveau challenge, sans revenu pendant tout ce temps-là. Donc en fait, c'est interminable comme histoire. Et quand bien même tu arrives à ce que ça se passe bien, à être payé, etc., oublie pas que, ouais, auto-entrepreneur, maintenant t'es à 25% de charge. T'es même plus à 21-22. Et oublie pas que tu te fais péter 10 ou 20% de retenue de commission, parce que la propre firme prend des commissions. Donc en fait, franchement, encore une fois, si tu arrives à du 15-20% de rendement par an, à mon avis, c'est déjà pas mal. Donc non, les propres firmes ne sont pas la solution parfaite. C'est loin d'être aussi facile que ça sur le papier. Et le prix des propres firmes correspond en général à 1% du stop loss. C'est ce que tu fais quand tu prends un trade.
en général, tu risques 1%. Je ne vais pas relancer le débat, évidemment, si tu risques plus que 1%, que ça soit en propre firme ou avec ton argent, le drawdown augmente, donc tu risques sur le long terme de devoir gagner 2 fois plus pour remonter tes pertes, donc c'est beaucoup plus dur de remonter en positif. Bref, tu connais le truc. Et donc, le prix d'entrée, quoi qu'il en soit, c'est souvent 1%. Donc, tu as un challenge à 100 000 $, tu vas avoir 1 000 $ à payer, tu vois. Et donc là, ça soulève une question. Je vous la pose. Si tu as 100 000 € de patrimoine, est-ce que ce serait pas mieux de passer directement sur les marchés financiers et de les trader? Tu vois, ça paraît plus logique. Donc, si tu les as pas, tu vois, Kevin McDonald, il n'a pas les 100 000 € de patrimoine. Est-ce que ça paraît évident pour lui, tu vois, d'aller au casino tous les week-ends, de faire des tables de poker à 1 000 € avec obligation de s'enregistrer à l'URSSAF et de continuer à jouer à des tables à 1 000 € jusqu'à l'os? Il ne pourra pas s'arrêter. Ou alors, est-ce que Kevin, il va juste le week-end à des tables de poker à 10 € et il apprend le jeu et ça reste un loisir et c'est pas un travail, et puis il verra plus tard le jour où il aura du patrimoine? Ben, c'est la vraie question. Parce que là, le gars, il est en train de jouer à des tables de poker avec des niveaux bien supérieurs à son patrimoine. Est-ce que ça vaut le coup de repasser des challenges sans arrêt à 1 000 balles, qui correspondent, proportionnellement parlant, à un stop-loss d'un type qui a 100 000 € de patrimoine? Pourquoi tu mettrais 1 000 balles là-dedans? Et la deuxième question, si Kevin, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, il a fait ses 100 000 € de patrimoine cash en banque, est-ce qu'il va les mettre sur un broker un peu véreux? Déjà, j'espère qu'il sera plus en CFD, qu'il sera en contrat futur, mais s'il le fait, réfléchis bien à la question. Est-ce que tu préfères le S&P, un indice qui, sur plus de 100 ans, a fait 10% par an en moyenne, sans rien faire? Donc, tu n'as pas de locataire à gérer comme l'immobilier, tu n'as pas de travail quotidien comme le trading, tu n'as aucun stress, tu n'as aucun effet de levier, donc tu risques pas de te faire sortir. Même si l'indice perd, il va remonter. Donc tu mets juste ton cash, 100 000 balles, sur le S&P, puis t'attends. Et tu le sortiras dans 10-20 ans. T'as pas besoin de créer une entreprise, t'as la sécurité de l'emploi salarié, parce que tu peux continuer de bosser dans ton emploi salarié. Je soulève beaucoup de questions là. Hein. Et puis oublie pas un truc, tu fais 10% par an sur le S&P, sans impôt, parce que tu conserves ton investissement sur le long terme pendant plusieurs années. Donc t'as même pas de déclaration de bordel, c'est tranquille, tu te fais pas emmerder par personne, t'as rien à faire, ça tourne tout seul. Ou alors tu te lances dans tout un bordel d'administratif et de papier et de machin pour faire du 15% par an, travailler tous les jours et t'appelles ça du trading. Mais c'est complètement démentiel, c'est débile. Donc si t'as du patrimoine, ça paraît vachement plus évident de foutre ça en bourse. Si t'en as pas, ça paraît beaucoup plus évident de jouer à loisir sur des CFD, des trucs comme ça pour apprendre. Alors du coup, je me pose vraiment la question des rares cas dans lesquels c'est intéressant de faire du trading, et j'ai du mal à trouver la réponse, mais vraiment. Donc j'ai pas vraiment de réponse, franchement. Par définition, si tu veux quand même surperformer le marché, t'es quand même censé faire du levier, si t'en fais pas, tu vas pas faire grand-chose. Donc si tu fais du levier, t'as des risques de te faire sortir assez violemment, au-delà de la limite que tu as prévu de perdre. Je vois pas très bien dans quel cas de figure c'est vraiment intéressant de faire du trading au quotidien avec l'URSSAF et tout le bordel. Je vois pas non plus comment un type pourrait quitter la France pour aller dans un paradis fiscal, un Kevin à McDonald's, sans avoir du patrimoine. Donc c'est assez particulier, vraiment. J'ai du mal à concevoir là. Donc voilà, j'ai fait 5-6 ans de trading. Aujourd'hui, je pense que je serais capable facilement de tourner à du 30% par an. Et en fait, malgré tout, je peux rien en faire, quoi. Je peux rien en faire. Ça a été malheureux de passer autant de temps de ma vie à apprendre un truc qui risque de ne jamais me servir. Donc peut-être que quand je serai prêt à claquer un peu de sous, je pourrais m'amuser, mais je vois pas vraiment dans quel cas de figure ça peut être intéressant. Donc maintenant, il faut accuser certaines personnes, il faut dire ce qui est. Il y a des gens qui vous ont trahi, détruit, humilié, ça s'appelle les youtubeurs.
tous les connards qui sont toujours en train de vous montrer une Lamborghini, ça encore, quand t'as pas 20 ans, tu sais que tu fais pas fortune en 6 mois, mais tu peux quand même te faire avoir en disant ah, il y a quand même le trading, c'est quand même un métier, ça peut s'apprendre, on peut quand même gagner de l'argent. Et ben, la réponse est oui, mais en fait, c'est quasiment pas plus intéressant que de faire de la bourse. C'est assez dingue en fait d'y penser. Donc tous les petits diables là, qui sont plein internet, qui te vendent des formations, des conneries, et qui mentent, mais qui mentent honteusement, et tous ceux qui suivent, qui ne mentent pas, mais qui te font des chaînes YouTube en disant qu'ils vont faire fortune, et qui te font des online live, là, des trucs de trade, et ils comprennent pas pourquoi ils perdent, ça marche pas, puis... Enfin, c'est horrible. Quand je dis que YouTube est devenu un dépotoir, voilà, ça fait de la peine entre les menteurs, des vilains diables et toutes les horreurs, c'est une catastrophe, quoi. Donc voilà, j'ai dit la vérité, j'espère que ça choquera pas. C'est pas à moi qu'il faut retourner votre haine, mais c'est à tous ces types qui mentent honteusement, mais honteusement, quoi. Un vrai résultat de trader, c'est de l'ordre de 30% par an si t'es bon, en croisant les doigts que t'es pas des flash crash de marché qui, avec ton levier, te font sortir de façon violente et te font perdre tous les gains de toute l'année. Toute l'année. Peut-être plus. Donc, voilà. Sur la longue durée, c'est très dur. C'est beaucoup plus simple de rester en bourse. Et entre nous, partagez cette vidéo, parce que c'est plus de 5 ans d'expérience. Vous entendrez jamais ça nulle part sur Internet. Et ne ratez pas la deuxième partie, parce que la deuxième partie va parler des stop-loss. Et ça aussi, c'est des choses que vous entendrez jamais sur Internet. Et c'est honteux, mais c'est honteux, quoi. Voilà, ciao, ciao.